Alors merci, on va reprendre pour l'avant-dernière section de cette journée d'études, intitulée « Quand on arrive en ville, quartier communautaire et prospective monumentale ». La référence à ce titre, extrait du célèbre opéra rock Starmania et par là aux banlieues de la morne Monopolis, nous invite à examiner les espaces à partir de leur caractère limitant et notamment hétéronormatif. Pourtant, l'idée que toute construction ou tout agencement spatial est sous-tendu par des normes permet d'envisager une attitude queer qui tendrait au contraire à souligner ces normes pour mieux les contester. Nous avons précisément souhaité, dans cette section, envisager les possibilités de concevoir un patrimoine architectural et urbanistique défini comme queer ou LGBTQIA+. Les pratiques inscrites dans les safe spaces communautaires ou la queerisation de certains espaces semblent, de par l'écart qu'elles proposent par rapport à des pratiques hétéronormées et patriarcales, entrer en contradiction avec la notion même de patrimoine. On l'a déjà développé ce matin, notamment avec Elisabeth Lebovici. Et les intervenants de cette section, qui sont avec moi, envisageront donc les difficultés inhérentes à une patrimonialisation des espaces, la possibilité même de patrimonialiser ce qui relève souvent de pratiques et de regards par définition intangibles, ainsi que les différents enjeux inhérents à une telle patrimonialisation, comme par exemple sa dimension économique. Alexandre Chanadi, après des études hétérogènes mêlant géographie, démographie, anthropologie et sciences de la communication, effectue aujourd'hui un doctorat en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique de Montréal. Son implication dans le milieu LGBTQ montréalais se traduit par sa participation à plusieurs projets pour des organismes tels qu'Espace LGBTQ+, le Conseil québécois LGBT ou encore la Société de développement commercial du village, et que ce soit au travers de visites guidées de lieux historiques LGBT ou à travers la fondation d'un complexe communautaire LGBT, il conduit diverses actions qui alimentent son travail de recherche. Son inscription dans le milieu LGBT montréalais lui permet de mesurer la difficulté de visibiliser l'histoire de ces communautés et de l'ancrer dans le tissu urbain. Et c'est à partir de ce regard engagé qu'il évoquera dans son intervention les enjeux de la patrimonialisation LGBTQ dans le village gay de Montréal. Mathilde Labattu et Vincent Simonet sont conservatrices et conservateurs des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie. Et leur intervention, qui a été élaborée conjointement, mais que Vincent nous présentera seul, puisque Mathilde ne peut malheureusement pas se joindre à nous aujourd'hui, interrogera, en adoptant une démarche prospective, cette fois-ci, les possibilités d'ouvrir le domaine des monuments historiques à des lectures intégrant les récits LGBTQIA+. La spécialité monuments historiques et inventaire, qui a peu intégré jusqu'ici en France une réflexion sur le patrimoine queer ou LGBTQIA+, se voit donc représentée au travers d'un questionnement sur la possibilité d'une patrimonialisation ou à minima d'une interprétation queer du patrimoine architectural et urbanistique, qui est celui que les professionnels de la conservation du patrimoine envisagent au quotidien. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Vincent pour une première intervention. Merci Justine. Ça marche? Oui. Merci beaucoup Justine pour cette présentation. J'insisterai un peu sur le fait que, bien qu'absente, vous voyez bien une absence à côté de moi, Mathilde Labattu, d'une façon certaine, est très présente. Ce travail est le sien autant que le mien. Il est même plus le sien au départ, puisque c'est elle qui, en novembre, si je ne me trompe, 2023, a dû solliciter, a frappé à la porte, j'imagine, du comité de l'expat, en proposant cette communication, dont le sujet ensuite m'a passionné. Et c'est ensuite qu'elle m'a proposé de travailler avec elle. Mathilde est conservatrice des monuments historiques en Normandie sur le site de Caen, puisque vous savez que c'est une région qui a, j'ai envie de dire, qui n'a que 2 sites par rapport à d'autres qui en ont 3 ou 4 ou 5, et je suis sur le site de Rouen, donc l'ancienne Basse et l'ancienne Haute-Normandie. Le titre que nous avons choisi est un titre qui se veut légèrement provocateur, mais il n'est pas tant que ça, hein. Je pense qu'il ne fait peur à personne. Le patrimoine monumental LGBTQIA+, en France, existe-t-il? On aurait pu le présenter, ce sujet,
via une autre question, moins résolument provocatrice, en disant quel est le patrimoine monumental LGBTQIA+, en supposant ce patrimoine monumental LGBT, je vais dire LGBT pour aller plus vite, comme une espèce de présupposé et de postulat. On peut tenir cette position-là, mais on peut aussi se demander si, étant donné les difficultés que nous avons à le faire admettre, à le faire instaurer dans les institutions, il existe vraiment. Ce n'est qu'une demi-boutade, ce n'est pas tout à fait une boutade. Nous souhaitons souligner le côté très partiel et très subjectif de nos intuitions, à tous les deux, celle de Mathilde et les miennes. Lorsque nous avons vu la proposition de journée d'études, nous nous sommes enthousiasmés pour ce sujet, mais nous sommes conscients à l'arrivée des limites de notre appréhension et de nos intuitions propres, de femmes et d'hommes particuliers. L'objectif de cette communication est donc d'ouvrir des portes, le plus grand nombre possible, d'explorer des réalités toujours complexes, toujours floues pour certaines, et à ce jour, toujours, hélas, peu étudiées, sans prétendre en rien à l'exhaustivité. Nous attendons bien sûr vos retours à la fin pour échanger et nous enrichir. Je vais présenter 3 points. Tout d'abord, comment définir un patrimoine LGBTQIA+. Il y a un certain retard en France que vous connaissez dans ces travaux. Les travaux français existent, Dieu merci, mais ils sont liés à des études relativement récentes, c'est-à-dire, on va dire, si on va chercher le plus loin possible, à Michel Foucault, dont on parlait tout à l'heure, des hétéronomies. Le sujet est beaucoup plus fouillé aux États-Unis depuis plus longtemps, et dans les pays anglo-saxons, mais peut-être plus encore aux États-Unis. Un certain retard. En 1998, au Centre Pompidou, on parlait tout à l'heure de Pompidou, un colloque important a eu lieu, intitulé « Les études gays et lesbiennes ». C'est un travail qui mériterait sans doute d'être réactualisé, comme tout travail, comme tout colloque, mais des éléments déjà étaient intéressants, qui sont déjà un tout petit peu anciens, puisqu'ils ont 26 ans, si je compte bien. Et notamment un article qui était celui de Sharon Marcus, la chercheuse Sharon Marcus, intitulé « Quelques problèmes de l'histoire lesbienne ». Je la cite. « Il est tout à fait juste d'affirmer que les lesbiennes ont été victimes d'un double effacement des annales. L'homosexualité féminine intéressant moins les pouvoirs judiciaires, et j'aurais envie de gloser en disant et l'institution et la société, elle laisse moins de traces dans les archives. Autre problème, ce qui est écrit sur les lesbiennes au XIXe siècle l'est par les hommes. Ces derniers en disent plus long sur leurs fantasmes qu'ils ne rapportent objectivement une réalité. » Un deuxième point, outre le caractère relativement récent de la recherche française, c'est le fait que, à contrario, il y a une nouvelle génération assez nourrie de chercheuses et de chercheurs. Je n'en citerai que quelques-uns, vous les avez tous en tête. Antoine Didier, Florence Tamagne, Régis Rèvenin. Mais on pourrait en citer d'autres que je n'ai pas le temps de citer ici. On peut penser à Didier Héribon et à quelques autres, à Louis-Georges Tin. Antoine Didier est un maître de conférence à l'Institut des sciences politiques. Il travaille sur les archives des mouvements LGBT, sur l'artiste et le militant gay Michel Journiac. Je rappelle ces dates, 1935-1995, et la question du sida. Florence Tamagne est sans doute plus connue. Elle est maître de conférence à l'Université de Lille. Elle a écrit en 2000, et c'était la publication de sa thèse « Histoire de l'homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939 ». C'est paru au Seuil en 2000. En 2003, elle a participé au Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes, dirigé par Didier Héribon. Et la même année, à l'autre dictionnaire, qui était un petit peu le rival de celui-ci, le Dictionnaire de l'homophobie, sous la direction de Louis-Georges Tin au PUF. En 2021-2022, et cela c'est très important, on parlait du musée tout à l'heure et de la faible représentation de la culture queer ou de la culture ou du patrimoine, on va revenir sur ces termes LGBT, elle a été la commissaire d'une des premières expositions de la culture queer ou du patrimoine queer, homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie, au mémorial de la Shoah. Les dates exactes étaient du 17 juin 2021 au 22 mai 2022. Enfin, Régis Rèvenin s'est fait connaître par un travail très important qui était une recherche universitaire, Homosexualité et prostitution masculine à Paris 1870-1918 à l'Harmattan.
c'est paru en 2005. Il y fait l'étude des sociabilités gays à Paris sous la Troisième République, ou une partie de la Troisième République, pointant et élucidant des domaines de la connaissance, des domaines de la sociabilité assez peu connus à l'époque, les bains, qu'on appellera plus tard les saunas, les bordels, les lieux de drague. Sont importants aussi les ouvrages collectifs qui croisent les perspectives. J'ai dit un mot tout à l'heure du dictionnaire de l'homophobie sous la direction de Louis-Georges Tin, en 2003, la même année de celui des cultures gays et lesbiennes sous la direction de Didier Héribon, tout récemment sous la direction de Florent Manelli, un ouvrage collectif intitulé PD au pluriel, avec la posture de ce terme offensant, infamant, revendiqué aux éditions Point en 2023. Ces travaux récents posent la question des lieux, des espaces habités par une communauté, de leur usage ou de leurs usages, mais aussi de leur statut dans le regard hétéronormé, hétérosexuel. Des archives à explorer. La bonne chose, c'est que si la recherche est partie relativement tard, un grand nombre d'archives s'offrent aux chercheurs. Je listerai là très rapidement des points qui sont en cours d'investigation. L'Angleterre du XVIIIe siècle, l'Angleterre homosexuelle du XVIIIe siècle, les Molly Houses, les tavernes ou les maisons d'homosexuels. À Paris, à la même époque, au XVIIIe siècle, sous Louis XV et Louis XVI, les tavernes, les cabarets semblables sont signalés dans les premiers rapports de police. Les guides de voyage pour les aristocrates et bourgeois qui réalisent le grand tour au XIXe siècle et au début du XXe siècle avec des lieux de prostitution homosexuelle repérés et indiqués. On pense bien sûr à Naples, à Capri. Capri qui est ressenti du nord de l'Europe comme une espèce de nouvelle Thébaïde ou de nouvelle Arcadie. On parlait tout à l'heure de Paris-Lesbos pour Roman Brooks et pour Nathalie Clifford Barnett. Eh bien, le pendant serait un peu la Capri des années 1850-1920 peut-être. On pense à Roger Perfit, L'exilé de Capri, la biographie de Jacques d'Adelswerd Fersen en 1959. Et puis la Sicile, qui fonctionne un peu comme ça aussi, Taormina en particulier, avec les figures des aristocrates allemands, le baron von Glöden, et la pratique, une certaine pratique, ou une pratique très certaine, très particulière de la photographie. Les registres de la préfecture de police et les, je cite, registres des pédérastes de la seconde moitié du XIXe siècle sont du pain béni pour les chercheurs et sont l'objet d'investigations en ce moment. On y trouve les noms et les prénoms des personnes arrêtées, le plus souvent des hommes, leur statut social, leur profession quand ils en ont une, la date de l'arrestation, le motif et le lieu de l'arrestation. Il y a peut-être des Proustiens dans la salle, et certains se souviennent que dans le livre de Régis Révenin était fait état de l'identification de Marcel Proust, rentier, à l'hôtel de l'Arcade, rue de l'Arcade à Paris, près du square de la Chapelle Expiatoire. Marcel Proust s'y trouve un soir, il y vient au voisin, le 102 boulevard Haussmann où il habite est très voisin, et il fréquente ce bordel tenu par Jupia, dont des scènes marquantes impriment sa rétine et sa mémoire et passent dans la recherche du temps perdu. Donc Marcel Proust rentier, c'était typiquement la désignation par le regard hétérocentré supérieur et inquisiteur, j'ai envie de dire, j'exagère un tout petit peu, du pauvre homosexuel qui, bien sûr, n'a rien à faire là, dérange la société. Des acteurs sont à interroger. Un gros travail de recherche est à faire dans le sens classique du terme, universitaire, par des historiens spécialisés, mais aussi un travail de terrain qui recourt au témoignage des associations, des milieux militants. Il y a toute une réflexion à mener par ces acteurs sur ce qui fonderait les caractéristiques du patrimoine ou des patrimoines LGBT. Je pense à deux figures qui, hélas, sont disparues, mais Dieu merci, toutes ne sont pas disparues. Jean Le Bitou, qui est mort en 2010, Pierre Zell, l'Alsacien, qui nous a livré un témoignage de sa déportation au camp du Struthof, au camp de concentration alsacien du Struthof. Lui est mort en 2005. Une définition par la seule institution des monuments historiques nous semble à tous les deux complètement impossible, car non pertinente. Il faut, selon nous, un travail de reconnaissance collectif, subjectif, transdisciplinaire et intuitif. Ce n'est pas à l'institution, que ce soit le ministère de la Culture ou toute autre institution, de dire ce qui constitue le patrimoine queer. Des pistes de réflexion sont nombreuses. Il faudrait consulter l'Association de recherche des cultures lesbiennes, l'Académie gay et lesbienne, le collectif Archives LGBTQIA+, le Paris Gay Village, la mémoire de la déportation homosexuelle.
Ce qui nous permet un grand optimisme, c'est que les sources, les chercheurs et les sujets ne manquent pas. Il convient de retenir, peut-être au sein d'un comité scientifique, les problématiques, les définitions, les thématiques qui pourraient ensuite être validées de façon officielle. Je pose la question officielle, point d'interrogation. Il ne faut peut-être pas que les choses soient si officielles que ça et déclinées ensuite par l'institution. Là, je prêche un peu pour la paroisse de Mathilde et la mienne, le ministère de la Culture, et les directions régionales des affaires culturelles, qui sont les services déconcentrés en région. Deuxième point, le patrimoine LGBT, un impensé fondamental des monuments historiques, nous y arrivons. Il est important pour nous de poser ici ces questions. La notion de patrimoine, étymologiquement, j'ai envie de dire politiquement, culturellement, l'héritage des pères, patresses, et celle de LGBTQIA+, et de queer, ne sont-elles pas en soi antinomiques et opposées, car forgées chacune à des époques et dans des contextes politiques et sociaux différents? Sommes-nous d'accord pour qualifier un patrimoine immeuble ou objet de LGBTQIA+, ou queer, ou devons-nous réfléchir à la création d'un autre terme? Petit rappel sur les monuments historiques, du fait national au fait scientifique. La question de l'impensé est fondamentale pour appréhender le sujet. En effet, la jeune administration de Louis-Philippe, de la monarchie de Juillet, qui se constitue dans les années 1830, on pense à François Guizot, bien sûr, à Prosper Mérimée, se donne pour mission de recenser les monuments, je cite, d'intérêt national, historique ou artistique. Le but est d'éviter la ruine de constructions datant principalement de l'époque médiévale et mise à mal depuis la Révolution. Sauver le Moyen-Âge et surprivilégier le Moyen-Âge. L'architecture fait système et on cherche à la classifier selon les principes prémisse, apogée, décadence. Le gothique français devient le symbole d'une société médiévale équilibrée, conçue comme parfaite, et devient vite le style français par excellence. L'architecture est une clé qui donne accès aux racines de la société du XIXe siècle. Même si le terme d'intérêt national est remplacé en 1913 dans la promulgation de la loi par l'expression intérêt public au titre de l'histoire ou de l'histoire de l'art, et que par suite les critères de la protection se sont élargis, la protection est conçue initialement tout de même en termes de représentativité au sein d'une société patriarcale, versus ce qu'est fondamentalement la culture queer, essentiellement dissidente et condamnée sur le plan juridique jusqu'à très récemment. Je rappelle en effet que la pénalisation et la dépénalisation, ou plutôt la dépénalisation de l'homosexualité est un phénomène très récent et que jusqu'à un passé très proche était pénalisé les sociabilités homosexuelles et d'une certaine façon l'essence homosexuelle. Pendant longtemps, il a été impossible pour la communauté LGBT d'exister publiquement et légalement. Pas de reconnaissance institutionnelle. Frédéric Martel, dans Le Rose et le Noir, Histoire des homosexuels en France depuis 1968, rappelle, c'est une anecdote, mais les anecdotes, vous le savez, sont porteuses de sens, que François Mitterrand, devenu président de la République en mai 1981, dit à Gaston Defferre, son premier ministre de l'Intérieur, « Defferre, vous laisserez les homosexuels tranquilles ». Ce qui a débouché ensuite, avec bien sûr le travail capital de Robert Badinter sur la dépénalisation qui est obtenue en 1982. En 1981 est dissous le groupe de contrôle des homosexuels de la préfecture de police de Paris, qui était chargé de la répression des outrages publics à la pudeur commis par des homosexuels, en très grande majorité des hommes, dans les saunas. En 1981, on ne parle plus tellement de bains publics, mais de saunas, les jardins publics et les bars. En 1982 voit la fin de la loi discriminant une majorité hétérosexuelle à 15 ans pour les hétéros, mais à 21 ans pour les homosexuels, hommes et femmes. Et 1982, la même année, voit la suppression par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Cela est tellement connu qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est toujours aussi capital. Troisième point, quelles seraient les propositions pour un patrimoine LGBT? On pense d'abord aux lieux de mémoire. Mon voisin tout à l'heure m'interrogeait sur l'existence ou non à Paris de lieux de commémoration. Oui, il y a une présence, bien sûr. Mais je rappellerai qu'en 1984, entre 1984 et 1992, quand Pierre Nora commet son livre fondamental, dont le titre est apparu comme un concept nécessaire, les lieux de mémoire, rien n'était consacré aux lieux de mémoire, à des lieux de mémoire éventuellement
homosexuels. L'homosexualité était une des grandes absentes. À Paris, on va faire un rapide tour des plaques dans 4 villes, Paris, Amsterdam, Berlin. À Paris, la plaque de la rue Montorgueil qui dit, je cite, le 4 janvier 1750, rue Montorgueil, entre la rue Saint-Sauveur et l'ancienne rue Beaurepaire, furent arrêtés Bruno Lenoir et Jean Diot, condamnés pour homosexualité. C'est une plaque au sol qu'a voulu la mairie de Paris en 2014. Ils furent brûlés en place de Grève, aujourd'hui bien sûr place de l'Hôtel de Ville, le 6 juillet 1750. Ce fut la dernière exécution pour homosexualité en France. Cette plaque, on y reviendra, a été vandalisée 4 ans plus tard, en 2018. Ça pose les questions de la médiation et de la protection du lieu et de la protection de la signalisation du lieu. Amsterdam, l'homo-monument, appelé homo-monument, au Westermark, au chevet de la Westerkerk, au bord du canal, par la sculptrice Karin Daan, date de 1987. C'est un triangle de granit rose qui commémore l'assassinat des homosexuels néerlandais sous l'occupation de l'Allemagne nazie. Au Tiergarten de Berlin, qui est un des lieux de drague berlinois, devant le monument aux morts des Juifs de l'Holocauste, un mémorial de la persécution homosexuelle sous le nazisme a été ajouté en 2008. Il est dû au sculpteur Helmgren et Dragset. Il représente un pavé monumental de 4 mètres sur 2, légèrement incliné. Sur un des côtés, à l'abri d'une vitre, les visiteurs peuvent visionner un court-métrage montrant 2 hommes s'embrassant. À côté, un panneau rappelle la persécution des homosexuels en Allemagne. À New York, c'est l'œuvre de David Ammons, le plasticien David Ammons, Day's End, la fin du jour, qui est la création d'une sorte de fantôme du Pier 52, de la jetée 52, au bord de l'Hudson River. C'était un quartier de dock qui avait été investi dans les années 70 et 80 par les homosexuels, un peu après l'événement de Stonewall en 69, et l'œuvre date de 2014-2021. Elle fonctionne à la fois comme un monument commémoratif et comme une espèce de musée de plein air où des témoignages des riverains racontent l'histoire du quai 52, du pier 52, et la pratique du cruising pour la communauté homosexuelle. C'était aussi un lieu important d'un point de vue artistique où avaient lieu des événements artistiques. On pense aux œuvres des photographes Leonard Fink, Peter Hujar, Stanley Stellar. La médiation et la conservation, je le disais, sont délicates. Les monuments sont à connaître et à protéger. À protéger de qui? La réponse n'est pas évidente. À connaître de qui? La réponse n'est pas plus évidente. On parlait de jeunes publics tout à l'heure. Quelles sont les actions de médiation à prévoir auprès du jeune public? La plaque de la rue Montorgueil, qu'est-ce qu'on doit en faire par rapport aux enfants? Est-ce que les écoles voisines du premier doivent la présenter et expliquer ce que c'est que l'homosexualité en 1750 à voir? Et bien sûr, il faut songer à une médiation liée au vandalisme. La plaque parisienne a été vandalisée en 2018 et le monument de Tiergarten à Berlin en 2021. Les lieux individuels maintenant et privés célébrant les personnalités LGBT, cela, j'ai envie de dire, ça tombe un peu plus sous le sens, ou du moins c'est peut-être plus facile à aborder. On pense au label des Illustres, créé par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture en 2012. Le patrimoine LGBT est lié à ces individualités fortes qui sont comme des phares pour la communauté. Et donc, le patrimoine queer est présent dans la sphère de l'intime. En France, on peut citer des musées comme la Maison d'Illier-Combray, avec toutes les réserves qu'il faut apporter à cela. C'est la maison d'un écrivain enfant. Ce n'est pas en soi un musée d'un homosexuel ou un musée de l'homosexualité. Est-ce que le monument historique est le bon outil? Est-ce que le label des Illustres est le bon outil? Je prends un autre exemple. On parlait de Jean Cocteau tout à l'heure à propos de Romaine Brooks. Jean Cocteau n'a pas, c'est une occasion manquée, de musée à Paris, dans l'arcade du Palais Royal. En revanche, il a un musée à Milly-la-Forêt. Et là, des questions se posent. Comment présenter la maison d'un homosexuel? En clair, quelle part
faire à la médiation de l'homosexualité dans la maison de quelqu'un qui ne se réduit pas à un homosexuel. Les lieux de sociabilité posent des questions, et je vais finir, les lieux de sociabilité posent des questions un peu plus délicates. Des lieux importants de Paris ont disparu, et là ça pose le rapport aux lieux disparus. Je pense par exemple à un lieu important qui est régulièrement cité dans les histoires de l'homosexualité, le Magic Circus, rue de l'Université, rive gauche, connu par un roman de 1930, Le Bal des Folles, mais ça pourrait être aussi chez Graff à Montmartre, et nombre de bars disparus dans le Marais. Quelqu'un tout à l'heure, dans une remarque, a parlé d'un quartier LGBT à Paris. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de dire qu'il y a un quartier. Il y en a eu un, il y en a un qui est en pleine mutation. Le Tango est fermé, la librairie Les Mots à la Bouche a changé d'adresse, n'est plus dans le 4e. Donc tout est en perpétuel devenir. Et un des écueils, sans doute, de la commémoration est sans doute, enfin à mes yeux, à nos yeux, la nostalgie. Que faire de la nostalgie dans le processus de commémoration des lieux de drague? Les lieux de drague à ciel ouvert sont très importants. On a beaucoup parlé, avec la restauration de Notre-Dame de Paris, du sort fait au square Jean XXIII, qui se trouve au chevet de la cathédrale. Les esprits se sont échauffés, on allait perdre les grilles de Viollet-le-Duc. Quid de la strate homosexuelle, de la strate queer? C'était un jardin de rencontres homosexuelles. On a l'impression que c'est toujours un grand impensé et qu'on n'en parle pas. Quid des Vespasiennes? Et là, je ne plaisante pas du tout. Régis Revenin en parle. Quid des toilettes publiques? Oui, des pissotières qui ont disparu, qui ont marqué l'imaginaire gay dans la création romanesque. Je suis arrivé à Paris il y a 25 ans, il y en avait 3 ou 4 qui subsistaient. Et une anecdote, certains parmi vous connaissent peut-être Munich. Je suis retourné à Munich l'année dernière et j'ai vu dans le Glockenbachviertel, qui est le quartier des homosexualités, la recréation de Vespasienne qui n'existait pas quand j'y avais vécu 4 ou 5 ans plus tôt, avec une médiation sur Werner Heiner Fassbinder. Donc, problème de la muséification et de la fossilisation. Je suis obligé d'écourter. Oui, c'est votre dernier mot, là, j'imagine. Allez-y. Parce que sinon, je tranche. Bon. Une autre façon de voir notre architecture contemporaine se pose, et la question des architectures et des lieux publics dégenrés. Des architectes contemporains, ces dernières années, souhaitent aujourd'hui dégenrer les lieux publics comme les écoles. Une réflexion d'inventaire et de labellisation au titre de l'architecture contemporaine remarquable, je renvoie ici au label ACR, Architecture contemporaine remarquable, né en 2016, ne devrait-elle pas être menée sur ces nouvelles architectures qui, bien qu'elles ne se revendiquent ni queer ni LGBT de façon militante, sont tout de même le signe d'une évolution de la société sur les questions de genre et d'inclusivité. Des architectes ont fait porter leurs recherches sur la géographie de la cour de récréation, sur la répartition des genres. Dernier point, les espaces LGBT dans la ville et ailleurs sont étudiés de plus en plus. Ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rural et le périurbain. Un sociologue comme Colin Giraud a étudié ces dernières années des quartiers et des espaces LGBT de façon particulièrement pertinente. En 2014, il a fait paraître une étude au PUF qui s'appelle Quartier gay. En 2017, un article dans la revue de sciences humaines, un article intitulé « La vie homosexuelle à l'écart de la visibilité urbaine, ethnographie d'une minorité sexuelle masculine dans la Drôme ». En 2018, un autre article intitulé « Les campagnes à l'heure des LGBT+, quid de la campagne, quid du périurbain, où les visibilités gays et lesbiennes et LGBT ont-elles le droit d'exister ?» Et enfin, un dernier article en 2019 intitulé, et c'est vraiment une question fondamentale, « Où être gay aujourd'hui ?» Parce qu'on insiste souvent sur le comment, mais la question du où est importante. D'autres auteurs, et là je renvoie au cinéma, au documentaire de quelqu'un comme Sébastien Lifshitz, qui est auteur en 2012 des Invisibles, un documentaire passionnant sur des homosexuels, hommes et femmes âgés, pose cette question du lieu. Où je me suis connu homosexuel? Où ai-je pu l'être avec plus de légèreté? Quels sont les lieux sur lesquels les aménageurs urbains auxquels ils devraient être attentifs? Et quelqu'un dans le domaine du cinéma de fiction
et là c'est plus du tout le documentaire, comme André Téchiné ne cesse d'interroger les lieux des homosexualités. J'embrasse pas en 1989, Les roseaux sauvages en 1994 et les témoins en 2007. Voilà. Donc je pense que ces questions posent bien plus largement la question de la plaque. Si on devait apposer une plaque sur tous les bars du Marais qui ont disparu depuis 10 ans ou 20 ans, il y aurait presque autant de plaques que de cafés. Le temps est venu de la conclusion et je suis désolé, Justine, de m'être fait remarquer comme ça. C'est un travail partiel et inachevé. Je ne bats pas ma coulpe et je ne demande pas votre indulgence, mais c'est tout de même un travail que nous savons partiel et inachevé. Nous sommes conscients aussi de nos handicaps et des empêchements inhérents à ce type de recherche. Beaucoup d'éléments sur la communauté gay, beaucoup moins sur la communauté, sur l'histoire, sur le patrimoine ou le matrimoine lesbien. Peu de choses sur la transidentité, presque rien sur les personnes intersexes et non-binaires, donc beaucoup de choses à inventer. Des études existent, des sources sont à dépouiller, des militants sont impliqués, voilà le bon côté. Protéger un édifice au titre des monuments historiques est un acte éminemment politique. Il dit quelque chose de notre histoire, de notre passé, mais aussi de la vision que nous voulons avoir et transmettre de notre passé. Identifier ce qui parle des luttes, des symboles, de la culture LGBT, c'est un acte de connaissance et de reconnaissance. C'est un acte fondamental, un acte nécessaire et un acte urgent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alexandre, on te laisse la parole. Bonjour tout le monde et un grand merci à l'INP ainsi qu'aux élèves conservatrices et conservateurs du patrimoine de m'accorder ce temps de parole. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter certains résultats tirés de ma recherche de doctorat qui portent sur la patrimonialisation des lieux LGBTQ à Montréal et plus spécifiquement dans le village gay. Je vais essentiellement me concentrer sur le contenu de mon premier chapitre de thèse de doctorat qui porte sur les différentes formes de la patrimonialisation LGBTQ dans le quartier. Ce qui permettra de faire un tour d'horizon du terrain et de vous exposer certains exemples, certaines études de cas pour vous familiariser avec le village ainsi que plus précisément avec les dynamiques de patrimonialisation qui y ont cours. Comme on le verra, la grande concentration d'organismes, de réseaux, d'institutions et d'acteurs LGBTQ dans le village contribue à la patrimonialisation, d'où l'importance de l'ancrage des communautés LGBTQ sur un territoire donné pour permettre ce genre d'initiative. Donc, plus largement, dans le cadre de ma recherche, je m'intéresse à ce que j'appelle le patrimoine urbain LGBTQ, soit les initiatives qui inscrivent l'histoire et la mémoire LGBTQ dans le tissu urbain. Donc, on parle essentiellement d'aménagement ou d'installations matérielles, physiques, ou encore d'événements ponctuels, organisés, qui visibilisent finalement cette histoire. L'intérêt de cet objet de recherche tient essentiellement au fait que le patrimoine urbain LGBTQ, du moins en Amérique du Nord, est assez mal protégé, il est peu reconnu et il a fait l'objet de relativement peu de recherches malgré l'élargissement du concept de patrimoine depuis les années 90 par souci d'inclusion des groupes minoritaires. Les États-Unis font un peu office de précurseur de la patrimonialisation LGBTQ, puisque depuis 2015 environ, on assiste à la classification de certains lieux historiques LGBTQ au registre patrimonial fédéral, donc vraiment au niveau de l'État américain. On peut voir à l'écran, donc probablement l'exemple le plus célèbre, le monument qui commémore le bar Stonewall, qui a fait l'objet en 1969 d'une fameuse descente policière. À Montréal et au Québec plus largement, il n'y a aucun lieu ou site LGBTQ, jusqu'à présent du moins, qui bénéficie d'un statut patrimonial au sens de la loi, c'est-à-dire octroyé par l'État ou l'administration municipale. Néanmoins, il y a plusieurs initiatives plus alternatives, plus informelles de patrimonialisation LGBTQ qui ont été menées dans la ville depuis les années 90 et surtout depuis les 10 dernières années. D'ailleurs, la grande majorité de ces initiatives se déploient dans l'actuel village gay, ce qui peut paraître assez étonnant puisqu'historiquement, les communautés LGBTQ à Montréal étaient
présente majoritairement dans d'autres quartiers. Donc, sur cette carte du centre-ville de Montréal, on peut voir le quadrilatère numéro 1, qui correspond à l'actuel village gay, qui est très grand, c'est l'un des plus vastes du monde, qui a émergé au tournant des années 70-80. Mais des années 30 aux années 70, les communautés LGBTQ étaient majoritairement situées dans l'actuel centre-ville, identifié par le numéro 2. Et quant à elles, les communautés lesbiennes, dans les années 70 et 80, trouvaient la plupart de leurs institutions et de leur réseau dans le quartier du Plateau Mont-Royal, qui est identifié par le numéro 3 sur la carte. Donc, pour étudier la question de la patrimonialisation LGBTQ, j'ai décidé de me tourner vers ce que j'appelle les acteurs-actrices de la patrimonialisation LGBTQ, c'est-à-dire les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliquées dans la mise en place de ces initiatives. Essentiellement, ces acteurs et actrices-là qui sont au nombre de 23 et que j'ai interviewés dans le cadre d'entretiens semi-dirigés qui se sont échelonnés de novembre 2022 à mars 2024, peuvent être divisés en 4 groupes distincts. D'une part, des élus politiques et des fonctionnaires, ceux-là même dans le territoire de gouvernance, donc le territoire pour lequel elles ont été élues inclut le village. Des directrices et des représentantes d'organismes communautaires LGBTQ, des militants et des citoyens LGBTQ qui individuellement portent des projets de patrimonialisation LGBTQ, et finalement des directrices et des représentantes d'organismes de ce qu'on appelle le développement territorial au Québec. Donc, grosso modo, il s'agit de mettre en relation autour d'une même table plusieurs acteurs d'un même territoire afin de trouver des solutions à des enjeux et des problèmes locaux. Si j'ai décidé de me tourner vers ces acteurs et ces actrices, c'est pour comprendre non seulement comment sont menées ces initiatives de patrimonialisation, mais également pourquoi et dans quelles circonstances, avec quels facteurs ces personnes et leurs organismes doivent-elles jongler. Les entretiens ont été complémentés par une vaste littérature grise provenant à la fois des archives gays du Québec, des archives municipales de la Ville de Montréal, ainsi que de la documentation interne produite par les organismes communautaires pertinents. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous présenter, comme je l'ai mentionné, les résultats de mon premier chapitre de doctorat qui porte donc sur les différentes formes de la patrimonialisation LGBTQ à Montréal, c'est-à-dire les différentes manières, les façons dont l'histoire et la mémoire sont visibilisées et mises en valeur dans le tissu urbain. Pour ce faire, j'ai notamment mobilisé les concepts de traces et de marques qui ont été, entre autres, mises de l'avant par Vincent Veschambre et François Ripoll, ainsi que la notion de médiatisation du patrimoine de Jean Davalon. Comme je l'ai mentionné en début de présentation, la quasi-totalité de ces initiatives se déploie dans l'actuel village gay, et ce n'est pas un hasard, puisque d'une part se trouvent réunis dans le village des facteurs et des éléments qui permettent l'émergence d'initiatives patrimoniales LGBTQ, et d'autre part, la patrimonialisation LGBTQ apparaît comme un outil pour répondre, du moins en partie, à certains besoins, à certains enjeux qui traversent aujourd'hui le quartier. Donc, une première forme de patrimonialisation qu'on retrouve dans le village, c'est la protection et la commémoration officielle, donc octroyée par l'État ou le palier municipal. J'ai tenu à commencer par cette forme de patrimonialisation, puisque c'est la moins commune sur le terrain. Donc, dans les dernières 3 décennies environ, il y a plusieurs lieux LGBTQ qui ont été soumis à des évaluations en vertu de programmes et de cadres patrimoniaux existants, mais la quasi-totalité de ces évaluations n'ont malheureusement pas abouti, à 2 exceptions près. Donc, d'une part, certains toponymes commémoratifs LGBTQ qu'on retrouve dans le village. On peut penser à l'exemple du parc Raymond-Blain qu'on voit à l'écran et qui porte le nom, en fait, du premier homme politique québécois ouvertement homosexuel qui a siégé à la Ville de Montréal à la fin des années 80 et au début des années 90. Et dans un deuxième temps, en 2019, il y a une motion qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec pour reconnaître le rôle historique du village dans l'émancipation des communautés LGBTQ+. Et ce qui est intéressant, c'est que cette motion a été avancée et poussée par Manon Massé, qui est en fait la députée provinciale, l'élu provincial du Centre-Sud, le quartier qui inclut le village. Et elle est elle-même non seulement impliquée de longue date dans le village, mais elle est elle-même lesbienne, fière lesbienne. Donc, on voit ici l'importance parfois de certaines personnalités politiques qui, individuellement, peuvent faire aboutir des reconnaissances ou des projets de patrimonialisation.
Par contre, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, ces initiatives, elles sont très peu nombreuses et la quasi-absence de protection et de commémoration officielle LGBTQ peut s'expliquer en partie par certains critères d'évaluation patrimoniale qui souvent jouent en défaveur des lieux LGBTQ. On peut penser par exemple aux critères de l'intégrité matérielle du bâtiment qui doit souvent en fait être excellente pour qu'un bâtiment soit considéré au registre patrimonial. Mais ça, c'est un luxe pour les communautés LGBTQ de Montréal et du Québec qui n'ont jamais eu les ressources pour s'assurer de la pérennité matérielle de leurs bâtiments ou tout simplement pour les rénover. Cela dit, même si la protection et la commémoration officielle LGBTQ étaient plus faciles à effectuer, il ne s'agirait pas nécessairement de la forme de patrimonialisation la plus appropriée. Donc, dans un premier temps, quand un lieu est officiellement protégé, il y a des limitations quant à son utilisation. Et les communautés LGBTQ ne veulent pas uniquement commémorer ou protéger leurs lieux, elles veulent continuer à les utiliser, elles veulent se les réapproprier. Dans un deuxième temps, une protection officielle fait exploser les coûts d'entretien et finalement, dans plusieurs cas, les protections sont plus symboliques qu'effectives, c'est-à-dire que les gouvernements vont officiellement reconnaître l'importance symbolique, historique d'un bâtiment, mais ne vont pas nécessairement fournir de ressources financières ou de cadres réglementaires supplémentaires pour effectivement garantir une pérennité matérielle du lieu au fil du temps. On peut penser par exemple au programme de commémoration historique nationale du Canada, dont on a un exemple ici à l'écran, qui consiste grosso modo en l'apposition d'une plaque devant les lieux classés, mais sans plus. Donc, face à cela, la réappropriation des bâtiments historiques LGBTQ dans le village apparaît comme une solution beaucoup plus porteuse et beaucoup plus pérenne pour la communauté du village et le milieu LGBTQ montréalais plus largement. Donc, en ce moment, dans le village, il y a un enjeu criant de bâtiments vacants, et c'est notamment le cas des grands complexes commerciaux LGBTQ des années 80 et 90, dont on a certaines photos ici à l'écran et qui sont abandonnés, du moins pour ces trois exemples-là, depuis au moins 10 ans, puisque ils n'ont plus en fait la clientèle nécessaire pour maintenir leurs activités commerciales. Plusieurs raisons, en fait, poussent la communauté locale du village et le milieu LGBTQ montréalais à vouloir se réapproprier ces bâtiments. Donc, d'une part, ce sont des édifices qui pourraient réellement répondre à des besoins communautaires criants. Et justement, dans les dernières années, on a vu des initiatives qui désiraient, en fait, transformer l'ancien complexe Bourbon, sur la photo du haut, et l'ancien Drugstore, sur la photo du bas à gauche, en complexe communautaire pour loger les organismes LGBTQ qui non seulement sont sous-financés, mais qui ont beaucoup de difficultés en fait, à se loger en raison des coûts des loyers qui sont très élevés et qui ne cessent d'augmenter. Et dans un deuxième temps, ce sont des édifices qui incarnent une période très particulière de l'histoire du village, donc essentiellement l'apogée du quartier dans les années 80-90. Donc on voit que la réappropriation des bâtiments historiques LGBTQ dans le village fait un peu d'une pierre deux coups. Donc elle répond à des besoins pratiques ainsi qu'à des besoins plus symboliques. Donc, malgré cela, il y a des barrières importantes à la réappropriation de ces édifices. Dans un premier temps, plusieurs d'entre eux ont une piètre qualité de construction initiale et présentent un état de détérioration très avancé, hein, donc 10 ans de vacances commerciales, ça fait beaucoup de tort. Donc, à l'écran, on voit l'intérieur du Drugstore, qui était le dernier bar lesbien de la ville de Montréal jusqu'à sa fermeture en 2014. Immense complexe, mythique, mais comme on le voit, donc, c'est un intérieur qui est en état de décrépitude très avancé, il y a des infiltrations d'eau. Et si d'ici quelques années, il n'y a rien qui est fait avec cet édifice, eh bien, il sera probablement voué à la démolition. Il y a également des limites légales et pratiques à l'expropriation. Donc, en principe, l'expropriation est un outil dont dispose la Ville de Montréal pour saisir des terrains ou des édifices privés. Mais en pratique, en fait, l'expropriation est assez difficile à effectuer. Et quand elle est possible, elle se fait toujours au coût du marché et non pas à la valeur réelle du terrain, ce qui fait gonfler les coûts, en fait, de cette expropriation. Face à cela, les acteurs et actrices de la patrimonialisation LGBTQ du village ne restent pas les bras croisés. Donc, il y a diverses stratégies qui ont été déployées ces dernières années pour tenter la réappropriation de certains de ces édifices, ou du moins pour éviter qu'ils soient détruits. Donc, en ce moment, il y a une stratégie provinciale qui est sur la table à dessin pour tenter de revamper certains de ces immenses bâtiments vacants. Stratégie qui se trame entre le gouvernement du Québec et la Société de développement commercial du village, qui, comme son nom l'indique, gère l'offre commerciale
commerciale et entrepreneuriale du quartier. Il y a également des incitatifs financiers qui peuvent être offerts aux promoteurs immobiliers pour qu'ils priorisent la rénovation et non pas la démolition. Et finalement, on trouve dans le village des réglementations et des cadres pour respecter donc les polymétries historiques du quartier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quartier dont le cadre bâti date essentiellement des premières décennies du 20e siècle. Et donc, il y a ces réglementations qui sont en place pour garantir donc le respect de l'unité du paysage urbain. Le hic, c'est que ces réglementations peuvent être facilement contournées, notamment par l'obtention de dérogations offertes par la Ville de Montréal. Et ça a été le cas en 2017, quand le promoteur immobilier qui a acquis le complexe Bourbon, qu'on voit au bas de l'écran, a obtenu l'autorisation municipale non seulement de détruire l'édifice, mais d'en construire un nouveau qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus massif et beaucoup plus laid, on va se le dire. Donc, en somme, même si la réappropriation des bâtiments historiques vacants LGBTQ du village serait extrêmement porteur, il y a plusieurs barrières et c'est assez difficile donc à appliquer sur le terrain. L'aménagement des lieux commémoratifs est une troisième forme de patrimonialisation LGBTQ qu'on observe dans le village, et c'est probablement la forme la plus commune et la plus privilégiée, essentiellement parce que ce sont des lieux qui peuvent être constamment utilisés et activés par les personnes et les communautés LGBTQ. Donc, dans un premier temps, ce sont des lieux qui souvent permettent la mobilisation et le recueillement. C'est le cas notamment du Parc de l'Espoir, dont on voit une photo ici à l'écran, qui a été aménagé dans les années 90 pour souligner les personnes qui sont décédées du VIH-Sida. Et en fait, ce parc a été aménagé sur le site d'une manifestation, en fait, dans les années 90, qui visait donc à visibiliser cette hécatombe et aussi à dénoncer l'inaction des gouvernements. Et donc, à chaque année se déroulent donc des veillées mémorielles et commémoratives LGBTQ sur cette place, comme par exemple à chaque année pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ce sont des lieux également qui peuvent permettre, dans certains cas, la conscientisation et l'éducation. On pourra penser notamment aux futurs lieux hommages LGBTQ+, qui, en principe, devraient voir le jour d'ici quelques années, non loin du Parc de l'Espoir, sur la même rue, donc la rue Sainte-Catherine, la principale artère commerciale du quartier. Et donc, grosso modo, l'idée de ce lieu hommage LGBTQ serait de constituer, en fait, un espace d'exposition extérieure sur l'histoire des luttes LGBTQ. Donc, par exemple, on pourrait s'imaginer avoir des informations historiques, des photos d'archives, du matériel audiovisuel pour raconter cette histoire. Le format exact de ce lieu hommage n'a pas encore été déterminé, mais donc, l'idée générale serait d'avoir cet espace muséal extérieur accessible à tous et à toutes. Et finalement, ces lieux commémoratifs donnent une légitimité publique et sociale aux communautés LGBTQ par leur existence et leur visibilité même, parce qu'ils envoient le message suivant, que les communautés LGBTQ également ont le droit et la légitimité de faire partie du banc de commémoration municipal. Il y a plusieurs considérations entourant la mise en forme des lieux commémoratifs. D'une part, en ce qui a trait au contenu mémoriel. Donc, c'est une chose de vouloir aménager des lieux commémoratifs LGBTQ, c'en est une autre de savoir comment le faire. Hein? Quelle histoire est-ce qu'on raconte? Quelle mémoire raconte-t-on? Et de quelle façon, avec quel symbole, quel médium est-ce qu'on l'effectue? Un très bon exemple de cette liberté ou de ces multiples possibilités, c'est la fresque Farah, qu'on peut voir ici à l'écran, qui a été peinte pour honorer la mémoire de Ron Farah, un militant homosexuel qui, dans les années 90, a mis en place une fondation pour lutter contre le VIH-Sida. Et l'artiste qui a été mandaté pour réaliser cette fresque a voulu en fait faire un clin d'œil à l'histoire des luttes LGBTQ en fusionnant trois symboles bien connus de notre histoire commune. Donc, d'une part, le drapeau arc-en-ciel, d'autre part, le ruban rose, hein, qui représente la lutte contre le VIH-Sida, et finalement, le triangle rose inversé, qui, rappelons-le, était utilisé par le régime nazi à l'époque pour identifier les hommes homosexuels. Un autre exemple très intéressant à cet égard, c'est la rénovation du Parc de l'Espoir en 2019. Il y avait essentiellement un peu deux visions, deux écoles de pensée à cet égard-là.
Donc, certaines personnes qui désiraient favoriser une approche beaucoup plus monumentaliste, donc avec de grandes installations, et d'autres personnes qui disaient, mais non, c'est un monument qui commémore le décès, donc il faut qu'il reste modeste dans sa forme. Donc, on me fait signe, je n'ai pas le temps de vous présenter la quatrième forme de patrimonialisation, mais donc, essentiellement, en conclusion, la patrimonialisation LGBTQ apparaît comme un outil pour favoriser le développement du village. Donc, d'une part, le village est un territoire LGBTQ organisé et institutionnalisé. Donc, on y trouve une grande concentration d'organismes, de réseaux et de communautés LGBTQ, ainsi qu'une importante mobilisation citoyenne qui constitue un environnement favorable pour l'émergence d'initiatives, mais aussi d'une conscience patrimoniale. Mais c'est un quartier également qui est actuellement traversé par une crise sociale sans précédent, donc explosion du coût des loyers, une explosion de l'itinérance également. Et donc, certaines formes de patrimonialisation viennent répondre à ce besoin de se réapproprier ce quartier, notamment par la réappropriation de bâtiments historiques ou par l'aménagement et l'utilisation également de lieux commémoratifs. Ce qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup de votre temps d'écoute. Merci beaucoup. Malheureusement, on a la malchance de passer en dernier, donc je crois qu'on n'aura pas le temps pour des questions. Mais merci beaucoup pour ces deux conférences très intéressantes. Merci. Et nous allons laisser la place aux intervenants de la dernière section.